j'imagine que la première phase, c'est de créer un vocabulaire clair par rapport aux notions que vous utilisez, parce qu'on est tellement imprégné de diverses cultures, et la notion sur la réponse à la conscience, à l'inconscience, si on pose la question à tous, sera extrêmement diversifiée. Vos définitions, c'est fait par la base d'une longue observation et expérience de vie. C'est à vous, personnel, que vous avez fait vos définitions. Donc, elles sont prises, enseignées comme telles. Parce qu'autrement, c'est difficile à comprendre. C'est pour cette raison que je dis que certaines personnes peuvent être choquées, parce que dans d'autres philosophies, un mot peut vouloir dire autre chose. Par exemple, dans la philosophie, ce que vous appelez l'inconscient, dans mon enseignement, l'inconscient est la somme du subconscient et de la conscience. D'accord. Voilà. Mais voilà, on comprend mieux. S'il vous plaît. Oui, excusez-moi, je vous ennuie. Vous aviez dit que c'était interactif, donc... Oui. Donc, moi j'ai juste une question par rapport à une autre technique qui est aussi assez performante et pertinente. J'aurais aimé savoir ce que vous en pensez, qui s'occupe aussi de la paix et justement des conflits, etc. C'est la communication non violente. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est une technique qui me semble à moi très, non seulement pertinente, mais rapide. Évidemment qui va développer, qui va donner des organes un petit peu d'écoute de soi-même. Hein. Est-ce que c'est une philosophie qui donne des techniques de travail au quotidien aussi? Écoutez, moi, vous savez, je ne suis ni contre ni pour. À partir du moment où une technique rend une personne heureuse, ça me convient. Ah. Je pense qu'on est tous complémentaires. C'est aussi ce qui me rend heureuse dans le travail que je fais avec mes élèves, parce que je n'ai jamais, bon, à moins qu'une personne vraiment n'adhère pas du tout à mon travail, ce qui peut arriver de temps en temps, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais la plupart, je travaille avec des enseignants, je travaille avec énormément de psychothérapeutes, je travaille avec des gens qui travaillent dans le médical, etc. Et ils me disent tous, et c'est mon but, c'est mon vœu, que ma philosophie ne va jamais à l'encontre de ce qu'ils ont appris. C'est un complément à leur manière de travailler. Et c'est ce que j'aime, parce que mon but, ce n'est pas de rejeter une technique de travail pour en mettre une autre. Au contraire, ça fait partie de la fraternité, de la solidarité. C'est que si on peut apporter en plus quelque chose, c'est positif. Et c'est aussi ce que nous mettons en pratique en Haïti, en Afrique. C'est que tout l'enseignement que je donne accompagne des programmes qui sont mis en place dans un domaine tout à fait concret, rationnel, c'est-à-dire qu'on achète des terrains, on crée des communautés agricoles, mais la différence fondamentale, c'est que tout le concret n'est jamais fait avant que le travail de reconstruction intérieure ne soit fait, parce que si on donne aux gens la possibilité de se reconstruire matériellement, si on leur donne de l'argent, si on leur donne la possibilité d'acquérir un métier, si la personne n'est pas sortie de ses séquelles émotionnelles, elle va détruire. Et ça, c'est des expériences qui ont été faites partout, hein, en Afrique, en Haïti, enfin dans tous les pays fragilisés, alors que l'expérience démontre que si on permet aux enfants, aux adultes, aux adolescents, de faire ce travail de reconstruction intérieure, à partir du moment où on leur donne un métier, à partir du moment où on peut travailler ensemble, créer des communautés agricoles, ça marche, parce que les gens ont appris à s'aimer, et donc ils font ce qui est juste pour eux. Ils se donnent le temps de se reconstruire. Oui, s'il vous plaît. Moi, j'avais lu sur le site ce terme de déprogrammation émotionnelle. Est-ce que vous pouvez juste dire quelque chose par rapport à cette démarche? Ouais, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Parce qu'en fait, j'ai parlé de programmation émotionnelle, mais toutes les techniques de travail que je donne servent à la déprogrammation émotionnelle. Alors, j'en ai un petit peu déjà parlé, c'est que pour faire cette déprogrammation émotionnelle, d'abord il faut comprendre le fonctionnement de l'être humain, après il faut découvrir en nous ces programmations émotionnelles, parce qu'on avance par paliers en fait. Hein. Ensuite, on a les techniques de travail au quotidien à mettre en pratique. Comment je dois penser, qu'est-ce que je dois dire au fond de moi, qu'est-ce qui se passe, comment je dois réagir par rapport à mes interlocuteurs, comment je dois réagir par rapport à mes situations, aux situations qui sont en face de moi. Et petit à petit, je vais me rendre compte que
au fond, dans ma vie, c'est comme une espèce de chemin, c'est comme une ligne. Et sur cette ligne, par rapport à chacune de mes programmations émotionnelles, je vais avancer, c'est ce que j'appelle une période de gestation, puis tout d'un coup je me trouve face à une épreuve, soit l'épreuve d'insensible, peu importe. Enfin. Quand je suis face à cette épreuve, évidemment que si je ne comprends pas mon fonctionnement, c'est une grosse épreuve, n'est-ce pas? Parce que je vais créer la peur, je vais créer de la colère, et je vais attirer encore plus de situations où je ne vais pas m'en sortir jusqu'à la dépression nerveuse. Dans le travail que nous faisons, le but pour moi, ce n'est pas que les gens sortent de la formation initiale en se disant « ça y est, je suis devenu un Bouddha, j'ai tout réglé ». Ça n'existe pas, c'est pas possible. Si quelqu'un vous dit ça, il ne faut pas le croire, ça ne marche pas. Parce que c'est un travail de longue haleine. L'important, c'est qu'à chaque nouvelle épreuve, elle soit mieux comprise, mieux gérée, moins importante au niveau émotion, et que chacune de ces épreuves, de plus en plus, soit le plus éloignée les unes des autres. Ce qui veut dire que c'est un travail qui se fait en douceur, qui doit se faire en douceur. Et petit à petit, la personne va apprendre à mieux gérer, jusqu'au jour où elle va se lever un matin en se disant « mais c'est étonnant, dans le temps j'aurais réagi comme ça, et aujourd'hui, j'ai pas peur, tout va bien. » Voilà. D'abord, avant je me serais mise en colère, là, et en fait elle ne s'est même pas rendue compte de tout ce processus. Le jour où elle n'a plus peur, où elle n'a plus de colère, parce qu'en fait, elle ne se souvient pas du travail qu'elle a fait, souvent. Hein. Parce que, bon, on se voit négatif, on est impatient, on veut que ça marche, et puis le jour où ça a marché, un jour on se rend compte que ça a marché, on ne sait pas comment ça s'est fait. Mais simplement parce que tous les jours, on a fait notre travail, vraiment comme un ouvrier qui est sur son métier et qui avance pas à pas. Donc c'est la partie du libre arbitre, et puis c'est lié à des souffrances émotionnelles qu'on a eues dans l'enfance. Souvent, il y a des traumas ou des choses. Tout à fait, oui. L'enfant naît avec sa configuration émotionnelle, avec ses qualités aussi. En fait, tout est joué quand on vient au monde, mais attention, là où rien n'est joué, et Dieu merci, c'est que le destin n'est pas... Il n'y a aucun destin qui est tracé pour l'être humain. Dire une personne est venue sur Terre, elle a un destin tout tracé, et cette personne a de la malchance, non, ça n'existe pas tout ça. Ma chance, je dois la construire. C'est moi qui construis ma chance. Voilà. J'ai une question personnelle liée à l'éducation prénatale. On est dans le cadre d'une action que l'Association des formations prénatales suisse. Donc toutes nos rencontres s'est fait autour de l'éducation, connaissance de ça. Et dans le processus de l'éducation, nous essayons d'exprimer que l'éducation prénatale, c'est une composante fondamentale. Et je vais vous lire la définition officielle de ce que signifie l'éducation prénatale, et après je vous demanderai votre position par rapport à ça. L'éducation prénatale est une éducation parentale qui commence dès avant la conception jusqu'à la naissance. Elle s'adresse essentiellement aux futurs parents afin qu'ils deviennent plus conscients de leur rôle en offrant aux futurs enfants les meilleures conditions pour son développement physique, psychique et spirituel. Quelle est votre position à ce sujet? Je suis tout à fait d'accord avec cela. C'est qu'effectivement, pour moi, un enfant, parce que souvent on me dit, mais à partir de quand on doit commencer à parler à l'enfant? Et la réponse que je vais donner, c'est à partir de la conception. C'est pas à partir de la naissance. Pourquoi? Parce que à partir du moment où l'enfant est conçu, cette âme existe, elle est là, et il est très important qu'elle soit accueillie, il est très important qu'on lui explique ce qu'elle va vivre, etc. Et c'est important que le dialogue s'installe avec sa mère et avec son père, parce que souvent on a toujours l'envie de dire oui, mais parce que c'est dans le ventre de la mère, donc c'est avec la mère qu'elle a le plus de relations, etc. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, oui, d'accord, elle est dans le ventre de la mère, ce corps est... Voilà, ces deux corps sont en osmose, mais l'âme de l'enfant est libre, donc il peut être très bien en osmose aussi avec le père. Je trouve que c'est quand même important de laisser cette place au père et qu'il ne se sente pas mis à l'écart. Alors évidemment qu'il ne va pas ressentir peut-être l'enfant dans son corps, mais en même temps il faut qu'il se rende compte que tout ce qu'il va lui dire, tout ce qu'il va penser, tout ce qui va même au niveau de par son attitude il va émettre des énergies,
cet enfant, cet être qui n'est pas encore né, va recevoir et va déjà avoir je dirais pas une éducation, mais un enseignement de la vie en ressentant comment vivent ses parents. Et c'est important aussi, par exemple, de comprendre qu'avant d'être des parents, nous sommes des êtres humains, que nous pouvons faillir en tant qu'êtres humains. Et si un jour je ne suis pas bien, si un jour on a des conflits, on va pouvoir expliquer à cet être qui n'est pas encore là, on l'explique, voilà, c'est pas grave, tu n'es pas concerné, voilà ce que nous avons vécu, mais nous t'aimons, etc. Donc le dialogue doit se faire déjà avant la naissance. C'est ma vision en tout cas des choses. C'est en tant que formatrice de la paix, d'après moi, c'est une des expressions de la paix, c'est l'harmonie. Et donc ici, je vois le rôle de l'environnement parental et l'impact qu'il peut avoir sur le bébé in utero, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Bon, Donc, d'où une responsabilité dans notre comportement et surtout l'homme a un rôle à jouer pour protéger la femme, pour qu'elle se sente tout à fait bien et en harmonie, afin que ce bien-être soit traduit aussi à travers ses hormones, son sang au bébé. Je pense que je dirais que si on veut parler d'harmonie, il faut parler de... Je crois qu'il faut voir une situation encore beaucoup plus subtile que cela, parce que quand on dit que l'homme doit protéger la femme, bien sûr qu'il doit protéger la femme. Je pense que tous les êtres humains devraient se protéger les uns les autres. Moi, je ne veux pas avoir de différence entre l'homme et la femme, parce que, ni entre culture ou pas culture. Pourquoi? Parce que je vois l'homme comme un être humain avant tout. Ça veut dire que la femme a une sensibilité, l'homme a une sensibilité, chacun a ses qualités, etc. Bon, je suis tout à fait d'accord, évidemment, c'est très important que l'homme protège la femme. Mais prenons un cas particulier, supposons qu'un homme protège sa femme, mais que sa femme ne s'aime pas. Même si la protège, il faut se poser cette question. Une complexe d'intériorité par rapport à la femme, qui est l'acteur principal. Et je me suis dit, l'homme aussi doit avoir quelque chose à faire dans ce contexte. Parce que l'essentiel, c'est le travail que la femme fait. Non, nous avons tous quelque chose à faire. Voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre que chaque être de vie sur la Terre a une importance fondamentale. Pour moi, c'est là où se situe le travail, vous voyez, parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut tout mettre dans des petits tiroirs. Voilà, l'homme, il a tel travail, la femme a tel travail, l'enfant a tel travail, les animaux ont tel travail. Non, c'est plus beau que ça, moi je trouve, dans ce sens que d'abord la femme doit se protéger elle-même. Pourquoi? Parce que si elle ne s'aime pas, même si elle est protégée par l'autre, elle se fera du mal. Voilà. L'homme doit s'aimer lui-même aussi, parce que s'il ne s'aime pas, de toute façon, il va faire du mal à l'autre. Donc en fait, si on regarde bien la situation de l'homme, c'est que tant que l'être humain n'est pas capable d'apprendre à s'aimer lui-même, soit il va se détruire, soit il va détruire les autres. Donc on n'en sort pas, et c'est ça le problème. C'est ça l'utopie dans l'histoire de notre société. C'est qu'on s'imagine qu'il suffit de venir au monde, de gagner bien sa vie et d'aller à l'école pour que nous soyons heureux, nous nous rendions heureux. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr que c'est bien, notre bien-être en Occident. Vous voyez, bon, il y a des limites encore, hein. Nous voyons aujourd'hui, et c'est très bien finalement, parce qu'il fallait bien qu'on y arrive un jour, nous voyons aujourd'hui que malgré notre bien-être et malgré notre évolution technologique, notre égoïsme nous amène à notre perte aussi. Et si on continue comme ça, bientôt l'Afrique va nous rattraper. Bon, je ne le souhaite pas, mais il faut faire attention quand même. Bon. Ce que je veux dire, c'est que je comprends très bien ce que vous dites, hein, que l'homme étant, voilà, il a plus de force physique, etc. Avant, il disait que c'est un travail de femme, il ne savait pas quoi faire, il le laissait tranquille. Maintenant, il a l'autonomie qui dit qu'il faut caresser le ventre de la mère, lui parler au bébé, avoir une approche complète. Oui, mais le malentendu est des deux côtés. La femme aussi disait aller gagner de l'argent, c'est le travail de l'homme. Oui, je veux dire, tout le monde a tort finalement dans l'histoire. Pourquoi? Parce que l'homme doit comprendre qu'il a une sensibilité au même titre que la femme, et la femme doit comprendre qu'elle est capable aussi de se débrouiller au même titre que l'homme. C'est un échange, à partir du moment où il y a de l'amour, à partir du moment où il y a du respect, et que justement nous ne considérons pas que l'homme doit protéger la femme, mais que nous devons nous protéger mutuellement.
Voilà. Avec ce que nous sommes. C'est clair que si un homme a plus de force physique qu'une femme, j'espère bien qu'il va lui porter ses paquets. Voilà, bon, ok. Mais ça ne s'arrête pas là, quand même, vous voyez, parce que là, finalement, oui, c'est magnifique. Mais en même temps, bon, voilà, vous portez les paquets de votre femme, mais ça s'arrête là, vous comprenez? Donc, mais j'ai vu aussi des exceptions de la règle, parce qu'il y a des pères qui prennent les attributs de la femme, ils le font très bien, et la famille est heureuse. Donc moi, je n'ose plus de donner une recette, parce que chaque famille a sa recette, et si ça marche bien, comme vous avez dit, dans ce contexte, on est en ordre. Voilà, exactement, tout à fait. Il y a des hommes qui remplacent un peu la mère, et la mère travaille pour l'argent de la maison, et ça marche très bien. C'est tout à fait, justement, en étudiant toutes ces personnalités, là on comprend le processus, vous comprenez? Parce qu'il y a certaines personnalités qui ont besoin d'avoir une vie active, qui ont besoin d'avoir une vie professionnelle, alors qu'il y a d'autres personnalités qui ont besoin d'être entourées, d'avoir une famille. Alors essayez de vous imaginer que ces personnalités sont partagées aussi bien par les hommes que par les femmes. Ce qui veut dire que, prenons le cas par exemple d'un sensible, d'une personnalité sensible, c'est une personne qui a besoin viscéralement d'avoir un foyer, d'avoir une vie de famille, d'être entourée, d'être aimée. Alors cette personne, si elle a des qualités, c'est formidable parce qu'elle est très attentive aux autres, ça va être vraiment voilà, une personne qui a une grande présence au niveau du foyer. Mais cette personne peut être un homme comme une femme. Donc si on donne comment dirais-je, cette vocation à la femme, combien d'hommes vont être frustrés, voyez? Et si on donne cette vocation qu'à la femme, combien de femmes seront frustrées? Parce qu'il y a des femmes qui ont d'autres personnalités. Prenons par exemple la personnalité de l'autonome. Souvent, c'est une personne qui, d'abord, qui va avoir besoin d'expérience sexuelle plus qu'une autre personnalité, qui va avoir besoin d'une grande liberté, qui aura du mal à s'attacher. Et c'est une personne à qui, par exemple, je conseillerais de se marier très tard parce que c'est très tard qu'elle va avoir cette assise pour éventuellement se marier. Et c'est une personne peut-être qui n'aura pas forcément besoin, n'éprouvera pas le besoin d'avoir des enfants. Alors si c'est une femme avec toutes les idées reçues de notre société, j'en vois tous les jours des femmes comme ça qu'on harcèle en disant « Alors, c'est quand tu te maries, quand est-ce que tu vas avoir des enfants ?» Et finalement, cette femme va avoir en elle un sentiment d'infériorité, un sentiment de culpabilité, alors qu'elle ne doit pas en avoir parce que sa personnalité, peut-être, ne va pas forcément... voilà. Et ça ne fera pas forcément une bonne mère, alors qu'un homme sensible fera un père avec un instinct maternel extraordinaire. Et pourquoi pas? De toute façon, un enfant ne sera pas malheureux dans cette configuration. S'il est aimé, et que chacun est à sa place, et que tout le monde est heureux, il sera très heureux dans cette vie à trois. Parce que les enfants sont bien plus libres et ouverts que nous. Ils n'ont pas tous ces paramètres, toutes ces conventions de notre société. J'ai connu une femme qui était heureuse, et tout l'entourage disait, mais il faut te marier pour que tu aies en ordre avec le monde, et s'est mariée et est devenue malheureuse. Ben voilà, oui, il faut que tu sois en ordre avec la société. Ça ne lui convenait pas. Mais pas avec toi-même. Si on lui avait dit, il faut que tu sois en ordre avec toi-même, peut-être qu'elle aurait fait autre chose. C'est ça. Et après, j'aimerais aussi vous faire un témoignage à moi. Ma mère, qui ne connaissait pas toute cette chose, mais c'était une femme très intuitive et bon sens, belle et sportive. Les hommes qui essaient de s'approcher par le fait qu'il était assez autoritaire, les années, par révolte, il disait, Marie, tu n'auras pas des enfants, tu n'es pas fait pour être mère. Alors, elle a répondu, je vous montrerai que je verrai un enfant mieux que le vôtre. Hein? Et le voilà. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Je pense que j'ai une mère adorable. Et sage. Parce qu'elle a fait l'éducation prénatale. Elle a visualisé que soit... Et c'est le seul que j'ai eu une formation universitaire dans le petit village de Transylvanie. Tu n'as pas répondu à la question, Guillaume. Oui, pardon. Oui. On te demandait, toi, comment tu te ressentais? Au sein de mon... qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas ouvert ta main, je me senti heureux
Et d'ailleurs, quand je veux tester si quelqu'un m'aime, je lui dis, est-ce que tu m'imagines sans barbe, peut-être, au sein de ton ventre? C'est intéressant, hein? Et la femme, elle dit oui. Alors, je commence à croire qu'il a un sentiment pour moi. Oui, donc il y a une drôle manière de... chacun avec ses idées, hein.